histoire, ce stage a bien failli ne jamais avoir lieu. L'IPR de l'époque, ainsi que un petit groupe de formateurs qui faisaient le plan de formation, bon, avaient estimé que franchement, faire un stage sur les filles et l'EPS, ils ne voyaient pas trop l'intérêt. Je crois même qu'il y a eu des propos, enfin Thierry, tu étais là, du style, oui, c'était quoi, vas-y. Pourquoi pas les maghrébins et l'EPS, pourquoi pas les PD et l'EPS, pourquoi pas, il le disait en plus en rigolant franchement et sans méchanceté. Et il a fallu que je m'attaque parce que je savais qu'à la maison j'avais de toute façon le retour de bâton pour que le stage, en socio-histoire, comment les choses à un moment donné se passent, ça passe par ça. J'étais coordonnateur à l'époque de la FC, c'est pour ça. Bon, donc on a fait ce stage, ça nous a voilà, mis un petit peu en route, on va dire. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 12 ans? Je suis allée retourner dans mes archives, il y a une quarantaine de collègues qui ont ouvert la porte de notre groupe et qui ont participé aux travaux de façon continue ou pas. Hein, des gens qui sont restés 1 an, 2 ans, qui ont eu leur mutation. Voilà. Donc ça a quand même intéressé pas mal de gens. Quelques fidèles parmi les fidèles, je tiens à les citer. Marie-Hélène Bernard, Aude Gomez, Luc Van Dieberg, Martine Vinkes, Michel Guélou, Olivier Quintane, Valérie Lemaire, Pascal Perrin, sont des gens qui sont là depuis le début quasiment. Hein, Pascal est arrivé un petit peu après. Voilà, qui n'ont pas lâché, c'est pas rien de le dire, parce que 12 ans sur la même thématique, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté de faire avancer les choses. Et je vous remercie, hein, vraiment, par cette fidélité. Alors, quel était le sens d'un groupe de réflexion depuis 12 ans? Est-ce que finalement, on pourrait se dire, depuis 12 ans, c'est un combat dépassé de continuer à travailler sur cette question de l'égalité filles-garçons? On travaille 1 an ou 2, puis c'est bon, quoi. Voilà. Alors, deuxième chose, est-ce que, à la racine des inégalités, on va essayer de savoir un petit peu pourquoi il y a encore ces inégalités. Troisième chose, peut-être qu'on va inscrire nos actions dans un cadre qui est plus global de lutte contre les inégalités. Le 4e point, ce sera de voir maintenant au niveau disciplinaire, en éducation physique, comment on peut avancer. Et la dernière chose, j'ouvrirai quelques portes, quelques pistes sur les avancées du travail. Donc d'abord, quel est le sens d'un groupe de réflexion pendant 12 ans? Voilà. Est-ce que c'est un combat dépassé? On pourrait se poser cette question. Est-ce que la question de l'égalité filles-garçons, actuellement, c'est ringard d'en parler? Alors, moi je pense que non. Il y a encore pas mal de choses qui n'ont pas avancé. Je ne vais pas rentrer dans toutes les bulles, mais que ça soit à la maison, au niveau du travail, à l'école, au niveau de la politique, en sport, mais également dans les médias, le constat est que même si on a avancé sur certains domaines du point de vue de l'égalité, on n'y est pas encore. Et certains discours pourraient nous faire croire qu'on a avancé et c'est bon. Et en fait, pareil, je ne vais pas développer, je ne vais pas rentrer dans chaque bulle, mais certaines statistiques nous montrent qu'il y a encore de gros efforts à faire au niveau de la société pour parvenir à une égalité réelle entre les filles et les garçons et les hommes et les femmes. Je rouvre une porte dans ce tableau qui est quand même voilà, sur l'inégalité. Il y a une chose, moi, parce qu'on est prof de PS et qu'on s'intéresse à l'éducation corporelle de nos élèves, il y a une chose qui me trouble vraiment actuellement, c'est l'hypersexualisation et la marchandisation du corps des petites filles que l'on voit tous les jours. Hein. Alors, par plein de choses, hein, les concours de minimis qui génèrent des troubles psychosociaux énormes au niveau de nos élèves, des images corporelles qui sont issues des médias, la publicité, la mode, qui ont souvent un impact négatif par rapport à l'estime de soi des élèves. On a tous dans nos collèges et lycées des élèves qui sont anorexiques. Il peut y avoir des garçons anorexiques, mais on a quand même beaucoup de filles. Voilà, je pense qu'en tant que prof de PS, cette dimension-là, il faut qu'on la prenne en compte et que peut-être, alors notamment avec les nouveaux programmes là, qui vont s'ouvrir, tout le travail avec les médias et l'image corporelle qui est renvoyée aux filles, ça me paraît être un chantier que nous, profs de PS, on pourrait ouvrir. Il y a plein de façons de le faire, dans la pratique hein, déjà, hein, mais
Voilà, il me semble qu'il y a à travailler là-dessus. Voilà, donc, rapidement, hein, pour moi, oui, la question d'égalité femmes-hommes, c'est un vrai enjeu de société et d'éducation. Et nous, étant enseignants et enseignants de PS, on a à jouer un rôle important sur ces questions-là. Alors, pourquoi, la question c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que ça n'avance pas, voire même ça recule dans certains domaines? Parce que les gens de ma génération, on a vécu des luttes féministes. Pour moi, le mot féminisme n'est pas négatif, hein, c'est à un moment donné faire avancer le droit des femmes. Donc on a vécu des luttes féministes pour qu'il y ait le droit à la contraception, le droit à l'avortement, le droit à l'école au début, hein, voilà. Et enfin ça je ne l'ai pas vécu, heureusement, je suis allée à l'école. Et actuellement, pour les jeunes générations, c'est quelque chose qui existe de fait et pour lesquels on n'aurait pas forcément, on n'aurait plus besoin de se battre. Or, on a encore besoin d'être vigilant, on va dire, sur ces questions-là. Dans certains pays européens, je pense à l'Espagne, la question d'avortement, par exemple, a été remise en question, ou allait être remise en question. Je crois que la loi n'est pas passée finalement. Hein. Donc, voilà, il faut garder une certaine vigilance et il faut éduquer nos jeunes générations à être vigilants sur ces questions, parce qu'on ne sait pas ce qui... Et puis bon, on a quand même des alertes, hein, quand on voit ce qui s'est passé sur Mariage pour tous l'année dernière. Hein, il y a quand même des choses gravissimes qui ont pu être dites. Bon, moi, ça me met en alerte. Mais alors, pourquoi est-ce que ça n'avance pas? La raison, c'est toujours la même, j'ai envie de dire. Hein. Notre société, nos sociétés occidentales sont régies par un ordre sexué. Donc le terme, je l'ai repris d'une auteure qui s'appelle Sena Slavansky, qui a écrit un livre qui s'appelle L'ordre sexué. Elle explique ce qui se passe dans nos sociétés pour créer l'inégalité. Et en gros, ce qui se passe, c'est que l'homme est toujours plus et la femme est toujours moins. Et on éduque les hommes à être toujours plus et on éduque les filles et les femmes à être toujours moins. C'est simplifier ce que je dis, mais voilà, si on a ça dans la tête, on peut comprendre, on a plein de clés. Bien sûr, le concept de genre, dans son acception sociopolitique, est au centre de cette question. Alors, c'est quoi le genre? Déjà, ça va nous servir d'outil d'analyse de cet ordre sexué. C'est un système normatif qui est assimilé dans le sens commun à un guide de bonne conduite à adopter pour être reconnu en tant que femme ou homme et qui légitime, en les naturalisant, les inégalités de sexe. Donc je vais expliquer après guide de bonne conduite et en les naturalisant. Et les sociétés humaines donc, vont surdéterminer la différenciation biologique. Autrement dit, on va dire, oui, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas pareils, et puis les hommes sont voilà. Donc l'aspect sexe va intervenir en premier, hein, pour surdéterminer. Et donc ces deux sexes, ils sont à la fois divisés, ils sont séparés, ils sont surtout hiérarchisés dans le corps social, dans son entier. Comment se passe la construction du genre? Ça, c'est intéressant à comprendre ça. Surtout si vous avez des enfants. Ça va vous permettre de comprendre plein de choses. La société a des attentes et des attitudes différentes selon les sexes. La société encourage les enfants à adopter des comportements typés de leur propre sexe. Si tu es un garçon, tu dois te conformer à tel type de comportement. Par exemple, tu ne dois pas pleurer. Si tu es une fille, à l'inverse, tu peux te conformer, il faut que tu te conformes à la grâce, la beauté, voilà, sois belle. Et ça, c'est dès qu'un bébé arrive au monde. Hein. Voilà, c'est une petite fille, qu'est-ce qu'elle est mignonne, ou même avant si on se connaît le sexe. Voilà. Les adultes sont persuadés d'avoir un comportement identique et égalitaire. Quand vous discutez avec les enseignants, ils disent « Ah mais non, mais moi, je m'adresse pareil. Ah ben avec mes enfants, je fais pareil. » Alors non, on ne fait pas pareil. Hein. Ces attitudes différenciées des adultes sont inconscientes. Petit à petit, les enfants intériorisent ce qui est masculin et féminin dans leur environnement. Donc c'est malgré nous, hein, même si dans votre famille vous essayez d'avoir un discours différent, malgré vous, vos enfants sont dans une société, donc ils vont subir aussi tout ça. Puis ils adoptent pour eux-mêmes les comportements qu'ils ont étiquetés pour leur propre sexe. Et les garçons sont beaucoup plus découragés que les filles par les adultes à participer à des activités de l'autre sexe. Voilà. On pourrait aller beaucoup plus loin. Pour un petit peu illustrer, donc ça, tout ce que je vous ai raconté, ça procède, enfin, ça participe à construire.
ça participe à construire et puis à entretenir ce qu'on appelle les stéréotypes de sexe. Alors ça, c'est le recrutement des profs, donc c'était dans les années 2000. C'était la campagne 2011. 2011. Campagne 2011, c'est il y a 4 ans quand même. Hein. Vous voyez que les filles, elles sont... Voilà, elle est en train de lire avec une pause un petit peu, voilà, un peu tranquille. Ses rêves, et l'autre ses ambitions. Voilà, les rêves et les ambitions. Voilà. Donc ça, quand on montre ça, a priori, ça ne nous choque pas. Enfin, je veux dire, quand la campagne est sortie, on ne va pas se dire « Oh, mais c'est sexiste, ça !» Et pourtant, ça l'est. Et pourtant, ça l'est. Bon, c'est une façon soft de vous montrer les stéréotypes. Il y a des façons beaucoup plus marquées, hein, mais là, vous voyez que c'est une façon soft, mais ça diffuse. Voilà. Et c'est comme ça tous les jours. Les couleurs aussi. Les couleurs aussi. Voilà, alors, donc, nos travaux pendant 12 ans, ça a été de nous inscrire déjà dans des actions, dans un cadre plus global de la lutte contre les inégalités. On ne pouvait pas dire, tiens, on va travailler sur le problème d'inégalité en EPS, et puis laisser tomber tout ce qui se passe autour de nous. On était bien obligé de prendre en compte tout ça. Et donc, moi, il me semble qu'on est prof d'EPS, mais on est aussi enseignant. Et en tant qu'enseignant, on peut agir aussi au sein de l'équipe, hein, au sein de notre établissement scolaire. Alors comment inscrire nos actions dans un cadre plus global de la lutte contre les inégalités? Alors moi, il me semble qu'il y a trois points intéressants. Le premier, c'est dans votre établissement, vous ne savez peut-être pas, mais il y a un référent égalité, et puis il y a un référent, là on a une référente académique, hein, voilà. Donc, en principe, ces questions-là, elles devraient être travaillées au sein du projet d'établissement avec les collègues. On en est loin, d'accord, on en est loin. Il y a une circulaire qui vient de paraître en mars 2015, qui s'appelle « Mise en œuvre de la politique éducative en faveur de l'égalité entre les filles et les garçons à l'école ». Cette circulaire, elle est déclinée sur EduScol avec un certain nombre d'outils. C'est actuellement insuffisant, mais c'est déjà un point de départ. Moi, je trouve qu'il y a des petites choses intéressantes dans les travaux d'EduScol. Voilà. Et bien sûr, au travers de ce travail sur l'égalité, il y a toute la formation initiale et la formation continue. Alors, sur la formation initiale, on commence à mettre en place des choses, hein, et puis la formation continue, il y a eu pas mal de stages aussi. Le deuxième point, c'est au niveau de l'établissement, c'est les CESC, Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Donc, voilà, comment mettre en place un axe dans votre établissement, au travers du CESC, pour lutter contre le sexisme. C'est pas simple, il y a beaucoup de résistance. Moi qui suis dans mon collège, je peux vous assurer qu'il y a de la résistance. Mais on y arrive quand même à faire des petites avancées. Par exemple, moi, ça y est, là, depuis 3 ans que je bagarre là-dessus, l'année prochaine, nos professeurs, les professeurs dans mon collège, on va mettre en route, là, à la fin de l'année, une information pour que les enseignants, avec leur classe, en général, les profs, ils ont leur salle de classe, ils choisissent une classe, la 3e 2, par exemple, le prof de maths, il va choisir la 3e 2, et il va essayer de renommer sa salle de classe en mettant un mathématicien et une mathématicienne célèbre. Tout ce travail-là, hein, pour permettre aux enfants de se projeter sur le fait que les hommes célèbres, c'est aussi des femmes célèbres. Ça a l'air de rien, mais c'est aussi une autre façon de diffuser des idées. Voilà. Mais je peux vous assurer que dans mon collège, c'est long, hein, ça fait 3 ans que j'y travaille. Et il y a des résistances énormes. Hein, et il y en aura encore. C'est-à-dire, je m'attends à ce que tous les enseignants ne rentrent pas dans ce projet. Même si là, ça y est, l'administration est convaincue, un certain nombre de collègues sont convaincus, mais ça va prendre encore du temps. Voilà, donc il y a peut-être des petites actions à mener. Voilà, par-ci, par-là, on voit fleurir des choses. Il y a une collègue de Rimbaud qui va peut-être passer aujourd'hui. Elle a travaillé, elle, sur des photos de filles dans l'établissement scolaire. Elle a fait une exposition. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Je sais que Marie-Hélène, elle a travaillé avec ce collège, notamment la CPE, et elles ont pu discuter ce qu'ils voulaient mettre en place des actions. Alors après, dans le détail, on ne sait pas jusqu'où ça a été. Voilà. Moi, dans mon collège, je fais participer mes élèves tous les ans à un concours qui s'appelle les Olympiques de la parole. Bon, cette année, je ne l'ai pas fait parce que le sujet ne me plaisait pas, mais sinon, ça faisait 4 ans. Bon, il y a le concours, mais il y a surtout le fait que les élèves montent une petite scénette de théâtre de 15 minutes sur l'égalité, et que cette scénette, après, il la rejoue devant d'autres classes, et qu'en rejouant cette scénette devant d'autres classes, on crée du débat.
avec des élèves qui ne sont pas d'accord, mais c'est pas grave, hein, ils entendent un autre discours. Donc voilà comment on peut essayer. Et le dernier point, eh bien, c'est ce qui va nous intéresser peut-être là avec la réforme des collèges, c'est les actions interdisciplinaires. Bon, il y en avait déjà avant, mais là, on nous met quand même le pied à l'étrier sur ces questions-là. Donc comment on va pouvoir peut-être essayer d'insuffler des choses, nous, profs d'EPS, voilà, c'est peut-être une question qu'il va falloir continuer à travailler. Alors, nécessaire aussi d'inscrire nos actions au niveau disciplinaire en éducation physique et sportive. Alors, quels sont les mécanismes connus des inégalités sexuées en EPS? Bon, il y a pas mal de travaux qui ont été réalisés. Bon, je vous cite Couchot, Siex et Trottin, qui ont travaillé sur les interactions, et elles disent tout simplement que nous, profs d'EPS, nous interagissons plus avec les garçons et mieux avec les garçons. On va leur donner davantage de contenu d'enseignement que les filles. Deuxième chose, nous sommes une EPS qui a une valence masculine très importante, et en plus on valorise ce modèle sportif, même si ça change, ça évolue. Je vois que c'est en train de se transformer avec des propos sur plutôt la maîtrise que la compétition. Voilà, je vois que les choses sont un petit peu en train d'évoluer, mais quand même, on est encore beaucoup sur un modèle sportif compétitif qui ne va pas forcément aider tous les élèves, et notamment une grande partie des filles. Aussi une partie des garçons, qui ne sont pas forcément sur ce modèle. Donc là, on va rejoindre des propos du groupe santé. Hein. Je pense que c'est votre problématique aussi. Et enfin, alors ça aussi, ça a un peu évolué, mais bon, avec les nouveaux programmes, on va voir, des travaux qu'on base Waban sur un choix d'APSA restreint, qui sont plutôt des APSA à valence masculine, hein, et ça ne va pas aider les élèves. Alors, c'est quoi toute cette cogitation pendant 12 ans? Qu'est-ce que, vous voyez, ça, c'était un peu... Voilà. Parce que bon, après 12 ans, on peut se dire, ouais, finalement, on a fait ça, mais quand on est au milieu, là, c'est parfois pas très... on ne sait pas trop où on va. Alors, première chose, des vidéos. Beaucoup de vidéos. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment tenu à ce qu'à chaque fois, on ait le support de la vidéo. Parce que la vidéo, elle dit beaucoup de choses. Et elle permet d'être pas seulement dans l'intention du discours, mais elle permet de faire l'analyse des comportements des élèves. Hein, et ça, je crois que c'est vraiment important. Ensuite, nous sommes passés, j'y reviendrai tout à l'heure, d'un groupe qui s'est intitulé les filles, ensuite la mixité et ensuite l'égalité. Je vais après développer cette question-là. Ensuite, on a fait de nombreuses interventions. Hein. Les 40 collègues qui sont venus là sont beaucoup intervenus lors de stages, lors des forums EPS qui regroupent quand même là du monde. Hein. L'an dernier, là au mois de janvier, on était 200 dans l'amphi, donc vous voyez, ça fait du monde. Bien sûr, on a aussi été chercher un petit peu ce qui se disait au niveau scientifique, sur le genre et l'EPS. Hein. Donc on a étayé un peu nos travaux. On a aussi utilisé des outils d'analyse, j'en parlerai tout à l'heure. On a essayé d'approfondir des concepts, mixité, égalité, différence, genre, stéréotype, vigilance. On a lu et on a aussi utilisé d'autres vidéos pour prendre conscience. Notamment, il y a une vidéo qui a fait le buzz, on va dire. C'est une vidéo de Catherine Vidal, de 3 minutes, qui s'appelle « Le cerveau n'a pas de sexe ». Hein. Et Catherine Vidal, c'est une neurobiologiste. Et elle explique qu'en fait, le cerveau, c'est un muscle, il a une plasticité, et qu'en fait, il doit être entraîné. Et que, bon, il n'y a pas de différence au niveau du cerveau, si ce n'est au niveau de toute la zone par rapport à la reproduction, mais sinon, il n'y a pas de différence. Et dire que, par exemple, des filles n'ont pas le sens de l'orientation, c'est un non-sens, parce qu'une fille qui a été dehors, qui a couru, qui s'est entraînée à s'orienter, elle a autant le sens de l'orientation qu'un garçon. Voilà. Et elle explique ça en l'espace de 3 minutes, donc c'était assez décapant d'avoir cet éclairage-là. Des ateliers d'analyse de pratique pour savoir comment nous on s'y prend en tant que prof. Et puis, bien sûr, on a essayé de construire des propositions pour éduquer à l'égalité. C'est-à-dire pas être seulement dans le constat, mais aussi de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on est parti des filles. Ensuite, on a appelé ça le groupe mixité. D'ailleurs, c'est ce qui perdure. Hier, les gens se sont présentés. Hier, on avait une réunion départementale et les gens se sont présentés à Californie. Les gens se sont présentés. Moi, je fais partie du groupe mixité. Alors qu'actuellement, on
s'appelle égalité filles-garçons. Voilà. Donc, je ne vous ai pas repris, je vous ai laissé dire, hein, mais ça m'amuse toujours un peu. Et vous allez voir que, pour moi, en fait, le vrai titre, ça serait mixité-égalité. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Pourquoi on était parti des filles? Parce que on était sur le constat qu'elles étaient plus en difficulté, mais très vite, c'était pour dire haut et fort que leurs difficultés n'étaient pas de nature, mais qu'il y avait un déficit culturel face à une discipline à valence masculine. C'est ça qu'on voulait vraiment affirmer quand on était parti des filles. Avec une ambiguïté, c'est que quand on parle des difficultés des filles, on risque de faire passer un message qui est de dire qu'elles sont toutes nulles, alors que ce n'est pas ça qu'on voulait dire. Hein. Ensuite, on est arrivé à la mixité, parce qu'on s'est dit, ah oui, mais bon, nos cours sont mixtes, et ce qui est compliqué, faire travailler des filles et des garçons ensemble, on n'y arrive pas toujours. Donc on va peut-être essayer de voir, sans lâcher la question de l'égalité des filles, enfin l'apprentissage des filles, on s'est dit, bon, comment faire apprendre ensemble? Parce que c'est une des conditions de l'égalité. Séparer, c'est pas bon. Séparer, mettre les garçons d'un côté et les filles de l'autre, ça s'est fait longtemps en cours d'éducation physique. Ça se fait encore un petit peu au sein du cours, un peu beaucoup même, hein, ce que j'appelle moi la mixité ensemble séparée, hein, où on a d'un côté les garçons, de l'autre côté les filles. Quelque part, ça fait passer un message implicite que si on n'est pas capable de travailler ensemble, c'est qu'il y a des différences, et dès qu'on est dans les différences, le message qui va passer derrière, c'est que c'est des différences avec des garçons qui sont mieux et plus, et des filles qui sont moins bien. Hein. Donc, voilà. Filles, mixité, et enfin l'égalité, parce que si la mixité c'est une des conditions de l'égalité, ça n'est pas suffisant. Je peux faire des cours mixtes, mais dans lesquels un certain nombre d'élèves n'apprennent pas, ne sont pas à égalité. Ça peut être parfois les garçons, ça peut être parfois les filles. Voilà. Et puis, surtout, dans cette question d'égalité, ce qu'on voulait affirmer, c'est qu'on voulait s'adresser non pas seulement aux filles, mais à tous les élèves. Hein, et que l'égalité, c'est pour tous. Voilà. Et donc, il fallait faire avancer ces questions. Alors, en fait, je vais revenir sur la mixité et l'égalité. Sur la mixité, en fait, il y a plusieurs types de mixité. Premier type de mixité, ça serait, je vais en parler, la mixité ensemble séparé. Souvent, c'est pas tellement les profs qui disent les garçons vous vous mettez là, les filles vous mettez là. Les choses se font de façon implicite. C'est-à-dire le prof ne fait pas de groupe et les garçons se regroupent et les filles se regroupent. Voilà, c'est ça qui se passe en général. Deuxième type de mixité, une mixité qui est recherchée par l'enseignant. Il veut à tout prix que sa classe embrasse les élèves, voilà, et que les garçons et les filles fonctionnent ensemble. Mais mixité recherchée ne veut pas forcément dire égalité. Le troisième type de mixité, c'est une mixité qui est banalisée. Et alors elle peut être, il peut y avoir de la mixité effective dans le cours, mais elle est banalisée au sens où l'enseignant, il ne fait pas attention, il n'est pas vigilant sur le fait que les filles et les garçons ne vont pas apprendre de la même façon. Et le quatrième type de mixité, c'est une mixité qui va être beaucoup plus réfléchie, où là l'enseignant, il a un petit peu, il a une lecture de l'activité des élèves, et là il se rend compte qu'à certains moments du cours, il y a des élèves qui sont plus en difficulté que l'autre, et il va pouvoir réintervenir, réguler, voire même il peut avoir dans cette mixité réfléchie des stratégies d'intervention dès le début du cours, par exemple du tutorat, qui permettent à des élèves plus forts d'aider des plus faibles, pas forcément les garçons qui aident les filles, hein, ça peut être dans les deux sens, parce qu'il y a des activités différentes et que les compétences sont différentes. Voilà, donc vous voyez que déjà quand on parle de mixité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Sur l'égalité, c'est pareil, c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'on fait tous fonctionner des modèles d'égalité qui vont être, que l'on va convoquer, alors on peut tous avoir des modèles qu'on utilise de façon générale, mais au sein d'un cours, on peut voir un même enseignant qui va avoir un usage de l'égalité un petit peu différent selon le moment du cours. Hein. Et donc, bon, tout ça, ça vient de travaux scientifiques, hein, je passe là-dessus, mais on a 4 modèles d'égalité. Un premier modèle qui dirait que les filles et les garçons, c'est pareil. Et donc, dans ces cas-là, on va donner la même offre de formation aux deux sexes, on ne se pose pas de questions. C'est pareil, donc on y va. Le risque, c'est d'arriver vers une mixité qui soit assez banalisée, hein, c'est-à-dire on ne fait plus attention du coup. C'est pareil. L'égalité, c'est donner la même chose à tout le monde. Le deuxième modèle,
c'est les filles sont moins par rapport aux garçons, et là on va arriver à une égalité plutôt compensatrice. Donc c'est tous les systèmes où on va donner des avantages aux filles et pas aux garçons, par exemple. Hein. Du coup, vous obtenez immédiatement des garçons qui vous font la révolution dans le cours parce qu'ils ne trouvent pas ça juste. Voilà, donc c'est le deuxième modèle. Troisième modèle, les filles et les garçons, c'est différent. Et donc, je vais les séparer. Et l'autre inconvénient, c'est qu'on risque de renforcer les stéréotypes. Et enfin, le dernier modèle, sur lequel on a plutôt travaillé dans le groupe égalité, filles-garçons, c'est les filles et les garçons sont semblables et différents. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que y a une diversité dans la classe. Hein. On a à la fois des filles qui sont fortes, des filles qui sont faibles, des garçons qui sont forts, des garçons qui sont faibles. Ils ont des compétences différentes. Et qu'il faut être vigilant sur l'ensemble. Hein, et non pas prôner des modèles où on va avantager plus l'un que l'autre. Voilà, donc ça peut donner ensuite ma façon de fonctionner avec du tutorat, le fait de lutter contre des effets de domination, et puis peut-être aussi travailler sur la transgression des genres. On a bien sûr l'influence du modèle sportif hein, en EPS qui va intervenir. Donc c'est pour ça que moi je pense toutes ces questions sont extrêmement imbriquées. Le type de mixité que l'on met en place dans le cours, ou qui se met en place malgré nous dans le cours, est fortement imbriqué avec le type d'égalité qui va se mettre en place ensuite. Et donc, si on avait à continuer le groupe, je dirais que c'est le groupe mixité, égalité, filles-garçons. Voilà. C'est les deux qu'il faut faire fonctionner en même temps. Parce que le contexte, de toute façon, est mixte, que travailler sur la mixité, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas être dans l'illusion, il faut aussi se doter d'outils, de démarches, de réflexivité pour être vigilant à mettre en place au sein de cette mixité les conditions de l'égalité. Alors, je vais renforcer encore plus le clou, c'est que pour moi, réfléchir à l'égalité, c'est pour les deux sexes. Exemple, 96% de la population pénitentiaire est masculine, 69% des tués en voiture sont des hommes, 78% des SDF sont des hommes, 83% des auteurs de crimes conjugaux sont des hommes, 80% des personnes décédées par overdose sont des hommes, 75% des personnes décédées par suicide sont des hommes. Et j'aurais pu rajouter plein de choses. La phrase suivante, je ne sais pas si je l'ai, non je ne l'ai pas, mais la phrase suivante c'est 80% de nos élèves, 80% de nos élèves qui ont des sanctions avec exclusion, une journée, 2 journées, 3 journées d'exclusion, voire conseil de discipline, sont des garçons. Donc quand on parle d'éducation à l'égalité, et il faut aussi s'intéresser à ces garçons pour qui le système scolaire ne donne pas toutes les réponses, et ces questions-là sont assez peu mises en avant au sein de l'établissement scolaire. Pourtant c'est des constats faciles à faire. Prendre la grille des sanctions, enfin le nombre de sanctions qu'il y a eu dans une année et faire le constat garçon-fille. Alors en général quand je fais ça, on me dit ah ouais mais il y a aussi telle fille. Oui il y a. Mais là je te parle de statistiques. Voilà. Et si on en est là, c'est que l'éducation reçue par ces garçons, et ces garçons-là en particulier, ce sont probablement des garçons qui ont reçu une éducation pour lequel on a dépassé la question de la virilité, on est presque dans le virilisme. Hein, c'est-à-dire que pour exister, il faut s'affronter, il faut se battre. Ce sont souvent, moi dans mon collège, des élèves qui sont sanctionnés parce qu'ils ont donné un coup de poing. Hein. Ils ont insulté les profs, donné un coup de poing à leurs copains. Voilà. En général, c'est ça. Manque de respect des profs, etc. Et donc, ça repose toute la question de la société, de comment on pourrait faire pour que ces garçons soient éduqués différemment. Hein. Voilà. Et donc, sur la question de l'égalité, vraiment, on s'intéresse aux filles, mais il faut aussi qu'on s'intéresse aux garçons. Et en EPS, on peut jouer un rôle là-dessus, complètement. Sur le terrain, il y a des comportements de garçons qu'on ne devrait plus accepter, mais aussi qu'on pourrait éviter de voir apparaître parce qu'on proposerait des dispositifs pédagogiques qui éviteraient qu'ils apparaissent. Hein. Donc il y aura des exemples cet après-midi, que je ne vais pas aller plus loin, hein, mais je pense que vraiment il faut dire c'est la question des filles, mais c'est aussi la question des garçons.
Cette question du genre, elle n'est pas anodine, quoi. Alors, je vous ai dit, pour moi, c'est à la fois travailler sur la mixité et l'égalité, mais après, une fois qu'on a dit ça, il faut déjouer un certain nombre de pièges. Alors, sur le faux, le groupe mixité, sur le faux aussi, ce que les collègues nous renvoient, c'est les élèves ont des corps différents, bah, tu vois bien, lui il est grand, elle est petite, voilà, etc. Donc ces inégalités, elles sont naturelles, voilà, c'est visible, hein, c'est sous nos yeux. Donc il y a du bon sens qui est de dire, si les corps sont différents, eh ben, les résultats sont différents, donc les inégalités, par exemple les différences de points, c'est normal. Voilà, il n'y a pas à en discuter. Toujours sur le faux, c'est un peu la même idée, c'est des facteurs individuels de la performance qui sont essentiellement biologiques, alors que non, les facteurs individuels de la performance sont surtout culturels et pas biologiques. Et ça, va falloir travailler là-dessus. Il y a plein de travaux scientifiques qui le montrent. Si on vous prenez, alors j'ai pas les chiffres, mais les performances des marathoniens, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, et des marathoniennes, on est en train de. Les écarts sont en train de se rapprocher de façon très très proche. Alors vous allez me dire, il reste encore, je ne sais pas combien, 10 minutes, bon, peu importe, on s'en fout, 15 minutes. Bon, mais on peut pas faire le pari que ces 15 minutes, avec de l'entraînement, ça va encore évoluer. Donc ce ne sont pas des performances physiologiques au départ, ce sont des performances essentiellement culturelles. Et ça, c'est pas une idée qui draine la profession. Et puis alors, c'était bien la démonstration vidéo tout à l'heure, des filles pas motivées en EPS, alors ça on y a le droit régulièrement, sauf que la motivation c'est quoi? Voilà, moi des filles pas motivées en EPS, j'en retrouve souvent, des filles pas motivées en EPS, puis tiens on fait un cycle danse, il y a une évaluation, et puis elles viennent nous demander la clé pour aller s'entraîner, pour faire leur chorégraphie. Bah, comment ça se fait qu'elles sont intéressées là? Donc ça veut dire qu'elles ont bien des motivations, hein, et que bon, ça ne veut pas dire grand-chose la question de la motivation. Et puis une mixité qui serait garante d'égalité, et dans ce qu'il faudrait faire avancer comme idée, le groupe mixité-égalité, des différences en grande partie culturellement construites qui ne justifient pas les inégalités, la mixité comme condition nécessaire mais pas suffisante de l'égalité, et puis alors dernière chose, c'est que c'est compliqué de travailler sur ces questions d'égalité parce que souvent elles sont croisées quand on est en cours avec des différences socio-culturelles qui croisent avec la variable sexe. Et on a à travailler sur les différences garçons-filles, mais on aurait aussi à travailler sur les différences et les statistiques sur les notes au bac, elles sont flagrantes, hein, quand on regarde les notes dans les lycées professionnels, en fonction des séries aussi. Hein. On a des différences socio-culturelles énormes aussi. Hein. Donc ce combat-là, il faut le mener aussi. Hein. Mais quand on est sur le terrain, ça se croise. Alors, quelle professionnalité pour parvenir à l'égalité des sexes? Première chose, passer de juger à lire. Quand je juge, je suis sur les stéréotypes. Quand je lis, j'ai un comportement très différent. Donc moi j'avais pris un exemple pour introduire ma thèse, parce que j'avais eu ça plein de fois dans les entretiens que j'ai fait avec les collègues en sport collectif. J'avais les collègues, je leur demandais de me parler de ce qui se passait dans le cours, d'évoquer le cours. Et quand c'était des sports collectifs, ils me disaient « Ouais, puis là, la fille, à ce moment-là, elle se débarrasse de la balle. » Et moi, je disais « Oui, et alors, à ce moment-là, au moment où elle se débarrasse de la balle, qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Question un peu vague. Vous savez, les entretiens, c'est toujours... faut que ça soit ouvert. Et là, j'avais deux types de réponses. J'avais des enseignants qui me disaient « Bah oui, mais elle est nulle, de toute façon, puis elle n'est pas motivée. » Terminé. La fille, elle est cataloguée, et je pouvais faire tout ce que je voulais dans l'entretien. De toute façon, la phrase suivante, c'est « je suis allée m'occuper des garçons ». Bon. Et il y avait des enseignants, eux, qui disaient « oui, mais là, en fait, ce que j'ai regardé, c'est que je l'ai fait passer, et là, je me suis rendu compte qu'il y a un garçon qui arrivait sur elle, et qui arrivait très vite sur elle. Donc, elle avait peur. Et donc, elle se débarrassait de la balle parce qu'elle avait peur. Donc, eh bien, qu'est-ce que tu as fait après? Ben là, je l'ai fait repasser. Et puis, je l'ai fait repasser en demandant au garçon de se mettre à distance. Puis je l'ai fait repasser en lui donnant des encouragements. Puis je l'ai fait repasser en lui disant là, tu ne dois pas avoir peur parce qu'il n'a pas le droit de te faire ça, etc. etc. Donc vous voyez, passer de juger à lire. Hein, et c'est pour ça que pour moi, c'est essentiel, notamment en EPS, si on veut travailler et avancer sur cette question d'égalité et en tant que prof se former au niveau de la paire de lunettes, c'est apprendre à lire l'activité des élèves. Voilà, c'est essentiel. Si on ne fait pas ça, on va être toujours dans notre jugement.
Et c'est un peu normal, parce que les stéréotypes, ça nous aide à fonctionner dans la vie. Hein, c'est une économie cognitive, le stéréotype. Mais si je ne le dépasse pas, eh ben, je risque de cataloguer mes élèves. Et c'est comme ça qu'on retrouve des enseignants. Enfin, moi, quand je vais en salle des profs, je suis toujours assez surprise quand je m'assieds d'entendre les discours des enseignants. Ouais, telle classe, ils sont nuls, il leur manque quelque chose, etc. Moi qui crois en l'éducabilité de tous les élèves, voilà, je pense qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui, n'ayant pas eu cette analyse réflexive, restent crispés sur voilà, des clichés sur ce que sont les élèves. Attention à ça, si on va avancer, c'est vraiment essentiel. La deuxième chose, le deuxième axe, c'est expérimenter et mutualiser des formes de pratiques mixtes, émancipatrices. Donc je ne vais pas développer, cet après-midi il y aura des exemples. Et le troisième axe, c'est que si je veux travailler sur les questions d'égalité en tant que prof, il faut que je travaille sur ma posture. C'est essentiel, c'est-à-dire une posture à la fois exigeante et empathique. Exigeante parce que, bah oui, une fille qui va s'asseoir et qui dit je n'ai pas envie aujourd'hui, bah non, je suis désolée, là tu es en cours, il faut y aller, explique-moi un peu, il y a de l'empathie, mais en même temps, tu as un travail à faire, on va le faire, on va essayer de voir si on peut l'aménager, mais voilà, on a une certaine exigence à avoir, et l'empathie, c'est quelque chose à travailler. Alors, on ne l'a pas tellement fait dans le groupe, mais on l'a peut-être fait une fois, mais par exemple, vous regardez une vidéo, et vous voyez une fille en difficulté, et vous demandez à des enseignants d'expliquer voilà, ce qu'ils ont vu. Donc ils vont dire, bah oui, la fille, là, elle n'y arrive pas, etc. Donc ils vont avoir un regard de prof. Et maintenant, on regarde à nouveau la vidéo, et on demande aux enseignants de regarder la vidéo en se mettant à la place de l'élève. Et ensuite, on leur donne la parole en leur disant, maintenant, c'est vous qui parlez, mais enfin, c'est l'élève qui parle. C'est-à-dire, vous allez revivre la situation, et vous allez dire ce que l'élève a vécu. Et là, du coup, on se met à la place de l'autre et on travaille l'empathie. Et ça, je pense que c'est essentiel dans la formation des enseignants. C'est peut-être pas assez développé. Hein. Mais sur les questions d'égalité, ça me paraît assez intéressant. Voilà. Puisque apprendre à lire, un outil de lecture que moi j'ai utilisé, j'ai essayé de vous le faire un petit peu utiliser. Je ne suis pas sûre que j'y sois vraiment arrivée. C'est la question des incidents critiques liés à l'équité sexuée. Alors moi j'avais 5 incidents, j'ai simplifié là. Il y en aurait 3. Quand on est dans un cours de PS, il y aurait 3 types d'incidents. Le premier incident, ça serait quand vous voyez un moment de cours où il y a du renforcement des rôles de sexe et de la domination masculine. Par exemple, vous mettez en place des rôles sociaux avec des élèves qui doivent arbitrer et des élèves qui doivent marquer les résultats. Hein. Et puis, vous n'êtes pas vigilant sur le fait qu'on fait tourner les rôles. À ce moment-là, pendant tout le cours, et on peut imaginer que ça se passe pendant toute la scolarité, les mêmes élèves vont s'emparer des rôles d'arbitrage. Donc, être arbitre, c'est prendre des sacrées responsabilités. Et les mêmes élèves n'en prendront jamais. Toute leur scolarité sans jamais être arbitre, jamais oser être arbitre. Et puis, les mêmes élèves, notamment les filles, si on ne fait pas attention, faites l'expérience, hein, vous le verrez. Hein. Dites demain, vous faites cours, faites des sports co, vous donnez des feuilles d'observation, vous donnez les sifflets. Vous verrez que c'est les garçons qui vont arbitrer, sauf exception, et les filles vont prendre les filles vont être des bonnes secrétaires. Voilà. Donc ça, c'est un renforcement des rôles de sexe. Voilà. Et on renforce la domination masculine aussi. Hein. Alors là, mon exemple ne le montre pas, mais il y aurait d'autres exemples qui permettraient de le montrer. Par exemple, qui va dans les buts au handball. Enfin bon, voilà, je vous entends ricaner, vous avez compris. Deuxième chose, la mise en place ou la régulation de situations équitables. Dans les vidéos qu'on a vues là pendant 12 ans, il y a des fois où on s'est posé la question, mais est-ce que c'est bien juste là, en termes de, par exemple, tout simplement de distance, de ce qui est proposé à des élèves qui n'ont pas le même potentiel, est-ce que c'est juste? Est-ce que ces élèves-là peuvent réussir la tâche qui est demandée? Est-ce qu'ils peuvent tous réussir à égalité? Est-ce qu'il y a suffisamment de différenciation, tout simplement? Hein, voilà. Et on peut, moi ça m'arrive tous les jours de mettre en place des situations pas équitables, mais par contre, est-ce que l'enseignant les régule après? Est-ce qu'il le voit? Est-ce qu'après il se dit, ah ben non, mais là ils n'y arrivent pas, ou ils n'y arrivent pas, je vais changer? Voilà. Ça me paraît être un incident critique à remarquer. Et enfin, la troisième chose, c'est la mise en place d'un climat de classe qui autorise ou pas la discrimination. Facile à voir, les insultes. Est-ce que ça s'insulte à tout bout de champ et l'enseignant il fait rien? Ou est-ce qu'il y a des insultes et à la moindre insulte, l'enseignant il dit « tu viendras me voir à la fin du cours ».
Voilà, et après, bon, on peut discuter avec l'élève. C'est vrai qu'il y a des climats de classe où c'est plus compliqué que d'autres à faire ce que je viens de dire. Quand les insultes, c'est tout le temps. Ben là, à ce moment-là, il faut peut-être intervenir à une autre échelle, avec les autres collègues. Mais voilà. En tout cas, si l'enseignant ne fait jamais rien, ne dit jamais rien, le climat de classe, il va favoriser, autoriser les discriminations. De la même façon, si vous arrivez en tant qu'enseignant et que vous dites à tous vos élèves, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde réussisse. Tout le monde. Donc, on va faire en sorte que tout le monde soit dans la réussite. Mais du coup, ça change tout au niveau du cours. Parce que tout le monde en réussite, ça veut dire que tous les élèves sont inscrits dans un projet de réussite pour tout le monde. Et on va donc mettre en place les conditions pour que tout le monde participe à cette réussite. Hein. Par exemple, vous faites des équipes de sport collectif, ça m'arrive encore il n'y a pas longtemps, ils veulent se mettre comme ils veulent. Et bien sûr, tous les caïds veulent se mettre ensemble, et puis les plus faibles, les pauvres, ils se trouvent tout seuls. Vous dites, ben non, moi je veux que tout le monde réussisse, alors comment on fait? On ne va pas faire des équipes comme ça. Et là, il y a du débat, et puis on négocie, mais ne serait-ce qu'avoir ce débat, c'est essentiel, parce que les élèves, du coup, construisent l'égalité. Hein, se disent, ben oui, effectivement, en cours de PS, avec mon prof, quand on fait des sports collectifs, le prof, il est garant du fait qu'il y a de l'égalité pour tous, hein, et que tout le monde va devoir réussir. Voilà. Alors après, on rentre dans des choses peut-être un peu plus compliquées, mais comme je vous ai bien parlé du genre, pour moi, si on veut définir l'égalité filles-garçons, c'est à la fois travailler sur la démocratisation, c'est-à-dire faire en sorte que les élèves accèdent à une culture commune. Et la deuxième chose, c'est qu'au sein du cours, on travaille les questions d'émancipation par rapport à des rôles sociaux dont les garçons et les filles ont été le plus souvent rendus dépendants. Je ne vais pas développer parce que cet après-midi, il y aura un exemple là-dessus. Voilà, j'en ai fini.